Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette cinquième et dernière partie de la FAQ. Ce soir, on va répondre aux dernières questions. J'ai des questions de Lucobridge, des questions de Lio Mams et j'ai aussi une question de Martin Mèche. Mais avant toute chose, nous allons parler de ce qui s'est passé il y a quelque temps avec les Oscars. Pour une fois, je vais pouvoir commenter les Oscars, c'est pas trop loin dans le mois. À force de lobbying et des fois de jugement de goût un peu mal placé, on a une liste cohérente, j'ai envie de dire. Cette liste cohérente, elle commence par, en ce qui me concerne, là je vais parler plutôt de catégories qui me semblent totalement à ma portée de commentaires par rapport à des catégories que je ne pourrais pas du tout juger. J'entends par là le court-métrage de fiction, le court-métrage documentaire, le film documentaire en lui-même. Je ne peux pas présenter quoi que ce soit d'argumentaire là-dessus, donc je vais me taire, tout simplement. Là où je vais commencer à parler, c'est le meilleur film d'animation. Toy Story 4 l'a emporté. Pour moi, c'est un petit peu comme à chaque fois. On a une concurrence relativement loyale, même si à chaque fois, c'est celui qui a le plus d'argent qui écrase tout. Mais même quand la compétition semble évidente, eh bien c'est pourtant Disney qui le remporte. Souvenez-vous, en 2013, quand Le Vent se lève arrive aux Oscars, le film de Miyazaki sur les avions et tout ça, un film que j'ai vu entre-temps d'ailleurs et qui est magnifique, pour moi c'est peut-être le plus adulte et abouti, eh bien c'est La Reine des Neiges qui a eu l'Oscar. Alors franchement, La Reine des Neiges, c'est un peu de la merde, pas qu'un peu en fait. Donc bon, Toy Story 4, c'est bien fait, ça y a pas de souci. Oh là là, il y a quelques effets techniques qui sont impressionnants, mais pour moi c'était un peu encore une fois du lobbying Disney, voilà. Au bout d'un moment, on y est habitué au point que presque la récompense perd de son éclat. Et je trouve ça dommage. Surtout qu'au vu des images que j'avais vues de Close, ça avait l'air bien, mais je n'ai pas vu le film malheureusement. Le meilleur film international, oui, mais je n'ai pas vu le film Honeyland ni La Communion, donc je ne peux pas me prononcer. Mais oui, Parasite à un certain niveau, il est très léché, il est très propre. Ensuite, meilleure musique de film, là c'est l'incompréhension la plus totale, mais au vu du peu de concurrents, au pire ça passe. Sur un malentendu ça passe, voilà, on a eu ce malentendu. Parce que, bon ok, John Williams il est bien gentil, mais Star Wars 9 on s'en fout en fait. La musique on s'en fout. Osez me dire qu'il y a des thèmes de fou et que c'est incroyable et tout ça. Non, c'est juste une ressaucée bien faite, mais on s'en fout en fait. Ça n'a aucune valeur. 1917, c'était plutôt élégant, mais rien de particulier. Marriage Story, je n'ai pas du tout entendu ce que c'était. La composition d'Alexandre Desplat, il en fait tellement que ça devient presque plus intéressant à écouter, donc presque sur un malentendu, en effet. C'est la musique de Joker qui l'a remporté. Alors que franchement, dans le film, je trouve même la musique dessert par moments les séquences du film. Et je le regrette. Je suis d'accord avec toi, bonjour. La musique du Joker se remarque beaucoup. Et elle participe à l'ambiance, on est totalement d'accord. Mais je trouvais que oui, elle était des fois trop en décalage, c'était trop pour montrer l'intérieur torturé du personnage, mais avec des gros souliers. Vraiment avec des gros sabots. La musique donne plus de force que le visuel. La musique renforce le visuel faible de Todd Phillips. Et c'est dommage, ça, par contre. Tu ne trouves pas qu'Ad Astra aurait mérité plus de récompenses aux Oscars? Il aurait pu prendre la place de quelques films. Je pense que oui. Lesquels, je ne saurais pas te dire. Le film est un peu passé sous les radars, donc ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas eu... Parce que, malheureusement, les Oscars, c'est aussi du lobbying. Si personne fait du lobbying sur un film, ça passera jamais. Et c'est regrettable. Meilleurs effets visuels, là on peut parler. Bon, concernant Avengers Endgame, bon c'est juste que c'est très lourd, mais il n'y a rien de particulier. Oh là là, la peau de... comment il s'appelle l'autre? Thanos, voilà. La peau de Thanos, oh là là, incroyable. Oui, mais uniquement sur les gros plans. Dès qu'on passe sur des plans moyens, c'est une autre texture et du coup c'est déjà beaucoup plus moche.
The Irishman, voilà, il y a tout le travail sur les peaux et visages, mais des fois ça marche pas du tout, c'est affreux, les yeux ne suivent pas. Le Roi Lion, eh bien, il y a toute cette technique de faire presque du cinéma en réalité virtuelle, avec une caméra et tout ça, c'est plutôt pas mal, mais pour un film dénué d'émotion, c'est quand même regrettable. Et Star Wars épisode 9, c'est un petit peu comme Avengers Endgame, comme par hasard des films Disney, hein. C'est des gros effets, mais il n'y a rien de particulièrement notable pour avoir l'Oscar. 1917, on est sur de la pyrotechnique et même des effets visuels en effets spéciaux directement pendant un plan séquence, et même il y a certains fragments qui ont été tournés à part et qui ont été après implantés dans le plan séquence. Par exemple, quand le jeune homme se balade dans la ville en ruine et arrive devant, je crois, une église ou un grand bâtiment qui brûle, eh bien, ils n'ont pas fait brûler ce bâtiment. Ils l'ont filmé à part ou recréé par ordinateur à part, et ils l'ont mis après devant le jeune homme qui était au tournage, éclairé par des gros spots, pour donner l'illusion justement qu'il y avait une lumière jaune qui lui tapait dans l'œil, quoi. Donc je pense qu'il y a des effets qui sont plutôt habiles. Il y a aussi des effets sur le tournage même qui sont impressionnants. Je veux dire, tout ce qui se passe quand ils sont dans l'espèce de bunker allemand, c'est super impressionnant. Avec tous les trucs qui se barrent en couille, la terre comme ça qui n'arrête pas de descendre, la fumée, c'est assez impressionnant. Et il faut faire ce setup technique. Et ça, je trouve que c'est plutôt habile. Il y a plein de petits effets, des effets de brume, créer la distance, les effets pyrotechniques de tir et tout ça qu'il faut faire en temps réel. Et ça, je crois que revenir à du tournage et à de l'effet de tournage, je crois que ça plu particulièrement à ceux qui jugent pour les effets visuels. Plutôt que voilà, effets spéciaux, gros, lourdeaux, bam, voilà, avec plein de filtres et tout ça, typiquement Avengers Endgame et Star Wars, où là tu dis ok, il y a de belles modélisations, c'est joli, mais bon, ça reste des calques, des filtres que tu enchaînes et que des couches d'effets, tu les superposes, ça fait ton plan, il n'y a pas grand chose d'autre en fait. Là, c'est là où Irishman et le Roi Lion auraient pu peut-être y arriver par justement des spécificités qu'ils ont. Parce que moi, ce que je juge propre à la récompense des effets visuels, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose de plus qui est amené au-delà d'une technique classique ou une technique, on va dire, standard pour les effets visuels. Donc 1917, ce n'est pas le plus démonstratif d'effets par rapport aux autres titres qui sont en lice, mais c'est peut-être celui qui est le plus honnête et qui arrive à faire ses effets correctement, par rapport à The Irishman malheureusement. Désolé si vous entendez du bruit, c'est au-dessus, on dirait qu'ils font un déménagement. Un déménagement à 21h. Bon, ça m'échappe un peu, mais on va dire que c'est comme ça. Que penses-tu de la démission collective de la direction des Césars qu'il y a eu cette semaine? Je sais pas, je dois bien t'avouer, je sais pas exactement comment ça va impacter les Césars, mais si ça peut faire remuer les gens, tant mieux. Et puis bon, il y a une démission collective de la direction, il va y avoir une autre direction à la place, hein, donc bon, hein, tu sais, ça va, ça vient. Moi je vois pas en quoi ça devrait être un tremblement, hein. Ça met juste un peu les organisateurs de tout ce bazar dans l'embarras, mais il va y avoir une autre équipe de fournis et puis c'est bon, hein, et ça se termine là en fait. C'est juste que ça va prendre plus de temps et donc ça crée ce scandale en fait, mais on sait très bien qu'il y aura de toute façon quelqu'un à cette place-là. C'est juste que maintenant il faut nommer de nouvelles personnes, c'est tout. C'est pas comme s'ils étaient indispensables, les gens qui étaient à la tête et qui ont fait une démission collective. Donc bon, moi ça me fait rire. Ils pensent que, oh là là, on va chambouler. Non, en fait, non. On va juste nommer d'autres personnes à la place, voilà. Parce qu'on est malheureusement dans un système comme ça. Et nous, public, dont certains ne sont peut-être pas informés, on n'y verra que du feu. On s'en fout. Alors que pour eux, c'était un geste fort. Pour les gens qui sont dans le cinéma, c'est un geste fort. Mais dans l'absolu, ça ne changera rien. Au contraire, on aura peut-être à la place, à la direction des Césars, des gens beaucoup plus dociles que ceux qui ont fait le geste de démissionner. Donc c'est encore plus dramatique en fait ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement qu'on n'a pas le moyen de communiquer, on fait des choses extrêmes et de toute façon c'est que le début, hein.
plus on s'avance dans le temps, plus on va avoir des choses de ce style-là, hein, des démissions à des postes importants, ou des gens qui viennent dans la rue, tout ça. Moi, ça ne m'étonne pas, hein, ça ne m'étonne vraiment pas. Mais je pense qu'on a troqué des gens sensés contre peut-être des gens qui seront dociles. Et ça me plaît pas. Dociles pourquoi? La question c'est en quoi des gens dociles seraient dommageables pour la direction des Césars? Bah, vous savez, avec le lobbying, comme je vous disais, pour les Oscars, les Césars, ça peut être la même chose, hein. Faire de mauvaises décisions parce qu'on a une pression. On a des pressions partout. Il ne faut pas croire que pour une cérémonie de récompense, il n'y en a pas. Il y en a aussi, hein. Vous savez, tout d'un coup, on préfère prendre un petit déjeuner avec le directeur de pâté que plutôt celui de UGC. Vous voyez, des choses comme ça, hein. Et hop, ah, vous savez, nous, on a distribué un excellent film. Et hop, c'est parti le lobbying, sans que le mec fasse exprès. Voilà, donc bon, vous savez... moi je vois ça comme ça un petit peu, enfin je trouve ça un petit peu dangereux, mais bon. Ensuite, meilleur mixage son, 1917, Ad Astra, Le Mans. Alors ça c'est peut-être le gros manque que j'ai, c'est que j'ai pas vu Ford vs Ferrari, parce que pour le montage je pourrais pas vraiment vous en parler. Malheureusement, j'aurais bien voulu voir Le Mans 66 pour parler du montage. Mais non, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Donc, bon, on fera ça. Hein. Joker, Once Upon a Time. Oh, là, ça se jouait, je pense, entre le film de guerre et le film de voiture. Hein. Honnêtement, le reste, ils n'avaient pas grand-chose. Ils n'avaient pas beaucoup de chance. Je pense qu'en montage son, typiquement, Star Wars, je pense que ça aurait pu faire pas mal de... Ça aurait pu gagner, je pense, Star Wars. Il y a beaucoup de petits sons dans Star Wars. Après Le Mans, c'est la mécanique, la voiture, créer la sensation de vitesse par le son, toute la carlingue qui bouge à l'intérieur quand on est dans... Je suppose, hein, j'ai pas vu le film, mais je suppose que des fois on épouse l'intérieur des personnages, et il y a tous les bruits qui vibrent comme ça de la bagnole, ça doit être impressionnant. Enfin, les bruits qui vibrent. La bagnole qui vibre et ça crée des bruits, voilà. Je pense que ça doit être assez impressionnant, et du coup, ben, le montage son, donc la création d'une ambiance musicale ou sonore, plutôt sonore, hein. Excusez-moi, j'ai du mal à formuler mes trucs. La création d'un environnement sonore d'une scène. On pose tous les sons, ça c'est le montage son, et le montage de la musique bien sûr, c'est pour ça que j'avais dit montage musical au final, et le mixage son, c'est lui donner un relief, parce que quand on monte le son, eh bien il est à des niveaux complètement différents. On peut avoir un petit pet d'un tuyau, par exemple, dans Le Mans 66, qui est super fort, parce qu'il a été importé super fort. Mais le mixage, le mixeur, lui, il va abaisser le son pour le mettre à un certain niveau, par rapport à la musique, par rapport au mec qui parle dans la bagnole, par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur de la bagnole. Le mixeur, il va tout mettre par rapport au point de vue. Si c'est le point de vue de la personne dans la bagnole, elle ne va pas entendre beaucoup la foule qui est à l'extérieur et qui regarde la course. Donc il va baisser le son de la foule. Donc c'est ça le mixage. Et donc un travail comme ça de mixage sur un film de guerre ou sur un film de course, ça doit être absolument passionnant. Et du coup, ça se joue souvent sur le film qui a le plus de bruit, qui est le plus lourd en termes de son. Les films de science-fiction en ont beaucoup, les films de guerre aussi. Surtout que pour le film de guerre, le mixage est intéressant parce qu'on a des choses qui se passent très loin et très proches de la caméra. Avec les tirs de mortier et tout ça, alors là forcément, 1917 était tout désigné. Après en montage son, c'est là où il y a comme pour les effets visuels, une multiplicité de couches sonores. Comme je vous disais, le bruit extérieur, le bruit de la bagnole qui bouge, l'intérieur de la bagnole, ce que dit le personnage, des petits bruits, les mouvements aussi des vêtements, il faut aussi les créer, et donc après il faut les mettre de façon cohérente dans un plan qui n'a aucun son, parce que généralement les Américains ils refont beaucoup leur son en post-production, donc là Le Mans 66 doit être super impressionnant je pense. Et pour le meilleur montage, je ne comprends pas du tout pourquoi Jojo Rabbit est dans le meilleur montage. Vraiment. Et Joker aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces films-là? Je comprends pas. Il y avait vraiment rien d'autre? Je ne comprends pas. Autant Parasite, c'est super léché. Il y a quelques séquences qui sont assez
virtuose, c'est un peu vulgaire des fois. Des fois, on l'utilise un peu à tort et à travers, mais qui sont très pensés et le montage fonctionne très très bien. Je pense à la scène de fin, à la scène de la pêche aussi. Ça a été souvent très facilement, trop facilement proposé en exemple pour parler de montage vis-à-vis de ce film, vis-à-vis de Parasite. Mais la séquence est remarquable et elle joue sur des temporalités différentes. C'est là où tout d'un coup le montage devient excellent avec Parasite, la séquence de la pêche, puisqu'on a une voix au présent, des éléments du passé, et tout d'un coup on a du flash forward presque, et pour après arriver à la temporalité après ce flash forward. Donc il y a tout qui est mélangé avec cette voix off qui nous narre. Je suis désolé de le dire, mais c'est aussi très nolanien, hein, ce qu'avait fait Nolan, c'est-à-dire quelqu'un qui est au présent, qui narre des choses qui ne se sont pas encore passées avec des images du futur. Voilà, ça c'est typiquement très nolanien, il fait ça assez souvent dans ses films. Notez-le, hein, il fait ce genre de truc de montage, je l'ai souvent vu dans Nolan. Alors je dis pas que c'est Bong Joon-ho, il a été influencé par Nolan, je pense pas. Mais ça c'est quelque chose que je remarque assez souvent chez Nolan, ces espèces de... Tout d'un coup, le récit s'étire et contient des plans qui ne se sont pas encore passés. Pour après sauter directement à la temporalité future. Donc ça, Parasite, je veux bien le comprendre. The Irishman, il y a beaucoup de petites expérimentations partout. C'est aussi un film qui s'étale sur le temps. C'est un film très long, donc il y a beaucoup de montage. C'est très impressionnant. Les effets sont bien pensés. Il y a par contre quelques points où le montage, ça pardonne pas. Il y a des points de raccord qui sont affreux. Vraiment, mais là je pense que c'est le tournage qui n'a pas suivi, parce qu'il y a des figurants qui ne font pas les mêmes choses au même moment, et du coup au montage on essaie de cacher en fait ce problème, et malheureusement ça se voit. Surtout dans une scène de tribunal. Et on a aussi des bouts de trucs qui sont laissés comme ça, et ils en font rien après. Par exemple, au début on a ces histoires de repeindre les maisons. Et on a un titre qui apparaît comme ça dans le film, comme si c'était un film à la Godard. Et ils en font rien. Je pensais que ça aurait marqué le début d'un chapitrage, et que régulièrement dans le film on aurait cette idée. Mais en fait non, pas du tout. Et je n'ai pas compris pourquoi. À ce moment-là, on avait cette idée de titre, et pas après. On dirait que c'est une idée qu'ils ont balancée là, ils se sont dit c'est super stylé, mais après ils l'ont oublié, ils l'ont laissé là. Bien sûr, ils ne l'ont pas oublié. C'est trop spécifique pour être laissé comme ça en début de film et pas l'utiliser par la suite. Et je le regrette. En plus, 2-3 points qui ne sont pas forcément du montage, mais plus des petits effets visuels. Par exemple, quand on va voir De Niro jeune pour la première fois, on a des passages de voiture devant la tête de De Niro tout vieux, et je sais pas pourquoi, l'effet de voler de voiture ne marche pas du tout quand on passe sur le plan avec De Niro jeune. Ça marche pas du tout. Et ça doit être un problème de montage aussi. De décision pour le coup. En termes d'effet sur le spectateur, pour moi, ça n'a pas du tout marché, cette transition. De flashback, au final. Voilà, moi je trouve qu'un Irishman, il y avait un potentiel, mais non. Et encore une fois, Le Mans, je ne l'ai pas vu, alors je ne peux pas en parler. Mais il me tarde de le voir. Ensuite, meilleure photographie... The Lighthouse, ils sont bien gentils, mais bon, hein, c'est juste du noir et blanc. Je trouve que Roger Deakins, il a fait beaucoup de boulot pour essayer d'éclairer sans pouvoir y faire grand chose, en fait, de maîtriser l'éclairage naturel. C'est plus une idée de garder l'éclairage naturel le plus longtemps possible sur les acteurs, en compensant, je pense, à certains moments, et en choisissant aussi les moments de tournage. C'est parce que c'est lui qui a l'œil pour se dire maintenant on tourne. Donc finalement il est aussi responsable de la tranche horaire dans laquelle les acteurs vont tourner et qui va finalement rester au montage. Donc finalement Roger Deakins avait l'œil et le film est vraiment très très beau. Surtout une scène la nuit dans les ruines. Certains qui n'ont peut-être pas vu, je ne vais pas vous en dire davantage, mais il y a une scène la nuit avec des fusées éclairantes qui est magnifique. Je pense que c'est cette scène qui lui a valu la récompense, honnêtement. Meilleur maquillage et coiffure. Bon, Joker, il n'y a qu'un seul personnage, donc bon, ce serait un peu bizarre. Les autres films, bon, oui, mais il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de particulier. 1917, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'à un moment, on a le
le coéquipier du héros qui est mort. Et bien sûr, c'est puisque ça suit l'idée d'un plan séquence, eh bien on a cette personne qui va mourir, qui est en agonie. Et plus elle est en agonie, eh bien plus son visage va devenir blanc. Et je ne sais pas si c'est un effet visuel par ordinateur ou si c'est un effet visuel sur le maquillage. Vous savez, un maquillage qui va devenir plus blanc au fur et à mesure que la personne bouge, par exemple, comme une espèce de masque. Ça, je ne pourrais pas vous dire, mais je trouvais que l'effet, alors que le plan continue de tourner, hein, c'était un effet qui était vraiment remarquable. Mais il se trouve que c'est scandale avec un mélange entre ordinateur et prothèse. Pourquoi pas? Je n'ai pas vu le film. Mais s'il a eu la récompense, je pense que ça doit valoir le coup d'œil. Meilleur costume, alors là je ne pourrais pas en parler parce que j'ai pas vu les filles du Dr March, mais ma mère est allée le voir et il paraît que c'est super bien. Mais c'est pas vraiment le sujet pour lequel j'ai envie de dépenser de l'argent. Meilleur décor et direction artistique, Once Upon a Time in Hollywood, oui on peut penser à celui-là. The Irishman également, il y a beaucoup de décors dans The Irishman. Bon, Parasite, c'est une maison, il n'y a rien de particulier, c'est une maison très bien designée, mais pour une seule maison, bon. Alors que, honnêtement, The Irishman, il y a des tonnes et des tonnes de décors. Et Once Upon a Time in Hollywood, il y a quand même pas mal de choses aussi. Je ne serais pas démarqué. Peut-être que par moment, The Irishman, le décor n'est pas forcément mis super en valeur. Quand Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino met quand même l'accent sur le décor dans certaines scènes. Et bien sûr, un décor très très bien éclairé aussi pour être mis en valeur. Là, c'est tout à son honneur. Ensuite, meilleur scénario adapté, je ne pourrais pas en parler parce que je n'ai pas lu déjà les romans. Meilleur scénario original, Parasite. Ouais, je ne saurais pas dire la valeur en fait des autres films. À couteau tiré par exemple, je ne l'ai pas vu. Once Upon a Time in Hollywood, je n'ai pas trouvé le scénario formidable. Donc bon, là je dirais que plus par défaut, je peux comprendre le choix de Parasite, même si dans l'absolu, Parasite, ce n'est pas si extraordinaire que ça non plus. Il y a l'idée de parasitage avec cette deuxième famille, en quelque sorte, qui arrive comme ça un peu plus tard dans le récit, qui est intéressante et qui, pour le coup, peut surprendre sur le scénario. Mais je n'ai pas trouvé ça si extraordinaire que ça, en termes d'écriture. Après, c'est une écriture, on va dire, pour les Américains, qui est un petit peu exotique en ce qui concerne les personnages. Et je pense que c'est ça qui a dû payer. Bon, Laura Dern, je n'ai pas vu Marriage Story. Par contre, Brad Pitt, parce qu'il enlève son t-shirt à un moment, il enlève sa chemise, c'est pour ça qu'il a eu la récompense. Parce qu'autrement, il fait pas grand-chose. Hein. Tom Hanks ou Al Pacino ou Joe Pesci, ils font plus de choses. Et pourtant, j'aime pas trop Joe Pesci dans The Irishman, mais Cliff Booth, il est assez classe, hein, il a du charisme, mais bon, c'est Brad Pitt qui joue assez classiquement. Il n'y a rien de particulier en fait. Je trouve ça un peu étrange en fait de nous le proposer. Mais je pense que ça a dû lui faire plaisir et tant mieux pour lui. Ensuite, bon, Renée Zellweger, je n'ai pas vu Judy. Joaquin Phoenix pour Arthur Fleck dans Joker. Les autres, je ne les ai pas vus, donc je ne connais pas leur valeur, mais je pense que pour la symbolique et la dévotion pendant toutes ces années de Joaquin Phoenix pour certains rôles, je pense que c'est bien de lui avoir donné une récompense. Oui, mais personnellement, je trouve que ça n'a pas beaucoup de valeur, le rôle. Je n'ai pas trouvé ça si extraordinaire. Hein. Pour tout vous dire, je trouvais que jouer la victime, je trouve que c'est plutôt facile, si je puis m'exprimer ainsi. Et en ce qui concerne certains moments dans le film, bon, c'est un peu guignolesque, quoi. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de lobbying aussi autour de ça. Vous savez, les gens, ils voient tellement de la merde qu'ils sont impressionnés par le moindre petit truc un petit peu appliqué. Et je pense que c'est vraiment le cas, surtout le public américain. Donc, dès que quelqu'un fait un truc un peu plus appliqué, oh là là, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Oh mon Dieu, pitié. C'est triste, hein, mais c'est comme ça que ça va se passer à partir de maintenant. Hein. Si c'est pas les lobbying, c'est les gens qui sont cons, au choix. C'est peut-être aussi pour ça que Parasite a gagné
le meilleur réalisateur et le meilleur... Non, le meilleur réalisateur, je pense que ça se battait un petit peu entre Mendes et Bong Joon-ho et Martin Scorsese, Quentin Tarantino, il y a quand même des noms. Mais c'est plus pour le meilleur film que là, je pense que c'est plus... soit parce que les gens sont cons, soit parce qu'il y a eu du lobbying que c'est Parasite qu'il a eu. Parce que voilà, on parle souvent de cinéma coréen, sud-coréen, et ainsi de suite, sans que Hollywood n'en fasse quoi que ce soit. Bon, là, ils l'ont donné à Bong Joon-ho, mais ça ne veut pas dire pour autant que Hollywood va dire, se tourner vers la Corée du Sud. Nous, on a bien eu The Artist, mais après, on s'en balèque de The Artist, on a eu l'Oscar, voilà, hop, et ça n'a rien changé. Donc, faut pas imaginer que, oh là là, c'est une ouverture d'Hollywood. Non, absolument pas. On verra, hein, peut-être que si, peut-être qu'ils feront venir des Sud-Coréens, ou ils investiront dans les films sud-coréens, mais si c'est pour mieux les corrompre, non merci. Je préférerais encore que Bong Joon-ho n'ait pas eu l'Oscar, hein, honnêtement. Après, pour le réalisateur, ça se bat pas mal, je pense, hein. Honnêtement, ça se bat pas mal. Mais pourquoi pas Parasite, je pense qu'il avait autant les chances que Sam Mendes, que Martin Scorsese, que Quentin Tarantino. Je pense Tarantino peut-être un peu moins. Je pense que ça devait vraiment se battre entre Scorsese, Sam Mendes et Bong Joon-ho. Je vois pas du tout ce que fait Todd Phillips dedans. Joker c'est sympa, mais il n'y a rien de particulier. Il n'y a vraiment rien de particulier. C'est juste Todd Phillips qui s'est dit, bon ben, je vais laisser Joaquin Phoenix faire un peu ses affaires et je vais adapter ma mise en scène par rapport à lui. Et ça, c'est pas une connerie que je dis. Ils l'ont dit en interview. Donc, bon, moi, je vois pas en quoi il serait particulièrement récompensé, Todd Phillips. Donc voilà, c'est plutôt sage. Il n'y a rien de particulièrement fou. Pour moi... Parasite, alors je sais pas si Parasite c'était vraiment du bouche à oreille, s'il y a eu du lobbying derrière, mais moi ça m'étonnerait même pas qu'il y en ait, étant donné que il y a certains pontes d'Hollywood qui se sont cassés la gueule, comme le Weinstein là, eh bien il y a moins de lobbying de sa part, et donc il y a peut-être plus de films qui ont les chances de remporter quelque chose. Moi ça me surprend pas vraiment, mais je pense que c'est aussi, vous savez, une petite bulle pour faire plaisir à des minorités, à des gens qui font quand même des bons films, les Sud-Coréens depuis un moment, mais ça va rien changer du tout sur l'œil qu'a Hollywood sur la Corée du Sud. Je pense, honnêtement. Voilà mon avis sur les Oscars de 2020. Sam Mendes semble suivre les pas de Nolan dans la démarche de ses films dernièrement, Skyfall, Dark Knight, 1917, Dunkerque. Ben, je pense qu'il peut se retrouver dans le chemin de croix de Nolan. Hein. Je pense qu'il peut épouser... je crois que pour Skyfall, il avait dit que The Dark Knight c'était une influence, mais je pense qu'il peut épouser le côté traditionnaliste de Nolan et penser que ça peut être une bonne chose pour le cinéma de revenir un peu, de baisser ses folies visuelles et de revenir à quelque chose de plus, on va dire, plus réel, autant qu'on peut, hein, dans la mesure du scénario. Et ça, je trouve que c'est tout à son honneur. En plus, il le fait bien. J'ai des approches, enfin j'ai quelques points de problématiques avec 1917, mais je vous en parlerai dans une critique. Mais ça reste un film qui est beau, qui est propre, qui peut dégager des émotions. Moi, je n'ai pas été très touché, mais qui peut dégager des émotions avec des moments, voilà, où le film est censé emporter le spectateur. Donc, c'est tout bénef si... En retirant une impression que les films de Nolan lui font, qu'il puisse lui-même créer son style, parce que pour le coup c'est pas du tout filmé comme le ferait Nolan, hein. Nolan, au bout d'un moment, j'ai vu des nouveaux plans de Tenet qui étaient perdus sur YouTube. J'ai vu quelques nouveaux plans et je me dis mais ces plans là c'est du Nolan tout craché en fait. Sans même, c'est ça qui est dingue, c'est sans même que le plan soit particulier, mais vous savez, c'est la vitesse du plan, ce sont les couleurs, c'est la façon dont il va scénariser sa scène au montage. Il y a vraiment quelque chose de nolanien qu'on commence à sentir doucement, et clairement Mendes le fait pas du tout, mais il y a une impression. Nous allons maintenant faire les quelques questions que certains d'entre vous m'ont laissées. Donc je vais commencer avec les questions de Lio Mams. La première de sa question, elle est extrêmement simple. Degré d'attente pour Avatar 2. Peur sur le matraquage Disney. Va-t-il
embarquer tout le monde une fois de plus. Les sorties médiatiques du producteur, de lui en tant que producteur, n'étaient pas très reluisantes. Donc Leo Mams se pose la question, est-ce que Avatar 2 tiendra-t-il ses promesses? C'est vrai que James Cameron, quand il l'a ouvert ces derniers temps, c'était pas formidable, même si pour Alita, c'était relativement honnête. Le problème, c'est que Rodriguez n'avait pas forcément les épaules bien solides pour tenir d'une main de maître le film. Mais pour les Terminator, c'était un peu consternant. Tout va se jouer au scénario. Hein. Vous savez, c'est comme le premier. Hein. On a des défis technologiques, mais ça, c'est pour les idiots qui ne voient que le visuel. Mais il y avait un scénario derrière qui embarquait les gens, malgré le fait qu'ils trouvaient ça simpliste. Hein. Mais je demande ce qui est le plus simple, embarque le plus de gens. Et si ce n'est pas le scénario qu'ils considèrent comme simpliste, regardez les scènes d'Avatar. Il y a très peu de déchets à enlever, il y a très peu de choses à enlever. La narration est très très propre, il sait où mettre les plans, il sait quelle situation narrer pour débouler sur l'autre situation juste après. C'est quelqu'un qui sait narrer. Et ça, on le doit aussi au scénario. Donc je pense qu'à ce niveau-là, lui, il n'a pas trop perdu. On le verra bien, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il n'a pas fait vraiment un truc pour un public. Mais le degré d'attente est important. Moi j'ai fait une vidéo, enfin une critique écrite d'Avatar, mais que je ferai en vidéo un peu avant la sortie du deuxième. Mon point de vue sur le film a évolué. Il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que le matraquage de Disney sera total. Et ça, nous pouvons le redouter. Mesdames et messieurs, nous pouvons redouter le matraquage de Disney. Comme un Star Wars. Ils vont le vendre n'importe comment. Et imaginez seulement que James Cameron les ait fait chier, ils vont peut-être pas bien le vendre du tout. Et ça, c'est un risque. Un vrai risque. Et après, ils vont se dire « Oh, mais c'est un échec, bah, tu fais pas de troisième volet. » Comment Disney torpille des films, et c'est pas le premier film qu'ils auront torpillé. Hein. Souvenez-vous de John Carter ou de Tomorrowland. Hein. C'était littéralement du torpillage. Ensuite, Leo Mams me parle d'une vague de cinéastes des années 70 qui apportait un souffle, un nouveau souffle. Est-ce qu'il y a une vague semblable aujourd'hui? Ou bien le rapport de force avec les majors est trop déséquilibré? Il y a un rapport de risque et d'opportunité ou non. C'est compliqué de juger. Alors, est-ce que c'est la faute du public? Est-ce qu'on a le cinéma qu'on mérite? Ou est-ce que c'est juste une affaire de gros sous? Donc il s'est posé ces questions-là sur un peu comment ça se passe aujourd'hui pour les réalisateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne voit pas une espèce de bande qui se forme, mais je crois qu'on n'est plus du tout à l'heure de ce genre de choses. On est sur des individualités fortes qui font barrage ou non. Par exemple Fincher, lui maintenant il est abonné à Netflix, hein, ça c'est sûr. Alors que je pense encore une fois, je déteste, je voudrais donner d'autres exemples, mais je trouve que Nolan pour l'instant il a une aura qui est assez incroyable. Enfin, on lui laisse faire ce qu'il veut. Alors bien sûr, au premier accident, ça va être une catastrophe pour lui, hein, mais pour l'instant, il n'en fait pas. Donc, c'est qu'il doit capter un truc dans l'air qu'il met en forme d'une certaine façon qui fait que les gens apprécient. C'est une chance et du coup, lui, il arrive à donner les sujets qu'il veut. Et ce ne sont pas des sujets faciles. Hein. Je trouve que avec Interstellar, Nolan est bien plus en avance sur son temps sur la description de notre Terre que le sont beaucoup de films qui doivent nous parler d'un futur proche. Hein. Quand Nolan montre des champs de maïs à perte de vue et une terre poussiéreuse où les gens doivent même retourner les assiettes pour être sûr de pas manger de la terre à midi, pour moi c'est ce qu'on va avoir dans les 50 prochaines années. Hein. Une terre tellement endommagée qu'on va devoir la quitter ou mourir au choix. Et même tout ce qui est par rapport au flux et au contrôle vidéo. Nolan le met dans ses films Batman notamment. Tout ce qui est l'idée du flux, de la médiatisation. Ça, c'est quelque chose qu'il a beaucoup mis en valeur dans les Batman. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait
donner un nouveau souffle, mais c'est quelqu'un qui fait un cinéma qui n'est pas du tout tendance. C'est-à-dire que ce n'est pas un cinéma qui prône les nouvelles technologies, la nouvelle façon de filmer, très énergique, numérique. Non, non, non. Alors, lui, pour le coup, il est un peu à part. Il y a des petits génies, il y a des gens qui se débrouillent bien, mais ce sont des gens qui veulent faire plaisir aux spectateurs plutôt que se poser des questions et faire mal, en fait, au cinéma dans lequel ils sont. Je veux dire, Edgar Wright, il est bien sympa, le mec, il fait des super films, mais c'est pas quelqu'un qui va remuer la merde, vous voyez? Donc c'est compliqué, vous savez, de se dire qu'on peut être comme dans les années 70, mais c'est très différent maintenant. C'est devenu beaucoup plus corporate. Il faut se battre avec des cols. Il faut se battre avec des gens en cravate, hein. Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Années 70, on est quand même sacrément loin de là. Le public n'aide pas non plus, hein. Le public consomme à mort. L'idée d'avoir des films sains, c'est pas possible. Le public va avoir en masse des merdes, ben les mecs se disent « Ah tiens, ça fait vendre, ben on va y aller, c'est parti !» Si les premiers films Disney Live n'avaient pas du tout marché, si par exemple Alice au Pays des Merveilles live de Tim Burton n'aurait pas du tout marché, genre un gros gouffre, ils auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait là, hein. Ils l'auraient fait différemment, s'ils devaient le faire. Ce n'est pas forcément lié au fait qu'on n'ait pas de vague de cinéastes qui apportaient un souffle. Ça n'a pas à voir... Si, on pourrait dire que le public ne va pas voir les bons films des cinéastes qui pourraient donner un nouveau souffle. Oui, on peut se dire comme ça. C'est vrai. Mais c'est pas eux qui décident. C'est le studio. Donc, encore une fois, on se bat pas contre un producteur, mais contre un studio. Donc, des gens aussi qui sont très détachés de ce que c'est qu'un film. Par contre, marketer le film, ça, ils savent le faire, hein. Donc c'est presque, ils donnent plus d'argent pour marketer un film que pour le faire, presque. A-t-on le cinéma qu'on mérite aussi? Totalement. Après, c'est à vous de considérer le cinéma que vous voulez mériter. Parce que rien ne vous empêche de faire votre sélection. Pour finalement avoir le cinéma que vous méritez. Donc, dans l'absolu, le cinéma que vous ne méritez pas, vous pouvez y échapper. Donc la question devient obsolète. Le cinéma qu'on mérite, mais on s'en fout. Tu parles de ça comme si c'était global et qu'on ne pouvait pas y échapper, Yomams. Mais non, tu peux bien sûr y échapper. Donc on peut tous avoir un beau cinéma qu'on mérite, il faut juste le travailler, c'est tout. Et c'est compliqué, hein. Alors, rien n'est facile. Mais oui, tu peux mériter un beau cinéma. Mais c'est pas forcément un cinéma qui sera un cinéma top tendance. Ça peut être un cinéma un peu plus vieux, par exemple. J'ai tendance à dire que c'est l'organisation de la consommation qui conditionne les consommateurs et non l'inverse. J'aime pas trop qu'on prenne les gens comme source du problème. Rino, je comprends ce que tu veux dire, mais quand tu vois que les gens s'engouffrent et suivent cette tendance, c'est-à-dire qu'ils ne font pas barrage à cette tendance, à cette façon de consommer, c'est aussi la faute des gens. De ne pas être mieux construits pour refuser cette consommation. Si les gens sont trop bêtes pour se rendre compte qu'il y a un problème, eh bien, les gens ils vont continuer. Les gens achètent des produits avec de l'huile de palme, alors qu'on sait que c'est mauvais. Et les gens continuent de consommer. Donc pourquoi s'arrêter d'en produire? On a aussi une responsabilité, hein. Alors c'est compliqué que tout le monde, d'un seul geste, arrête de regarder un film, ou arrête de consommer telle ou telle chose, ou arrête de fumer, ou arrête de faire ci ou ça. Ah, c'est très dur, hein. C'est quasi impossible. Mais parce que on a peu à peu arrêté d'avancer ensemble. Et on avance chacun de son petit côté, là, avec notre petit ego et tout ça. C'est pour ça que la planète, je pense, on va s'éteindre dans 100 ans. Dans 100 ans, on sera arrivé à un tel point qu'il va y avoir du sang et des larmes, hein. Mais je pense que c'est aussi... Alors bien sûr, qu'on se comprenne bien, Rino, les instances font en sorte de nous laisser aucune chance de penser à autre chose que la consommation. Il y a un travail, hein, de la part des grandes instances pour nous oublier le fait qu'on a le choix. Le spectateur aussi, il peut travailler le fait qu'il a le choix en ne subissant pas, mais ça, Rino, c'est aussi des habitudes.
contre lesquels il faut se battre, c'est l'éducation des parents. Si les parents sont des gros consommateurs, bah l'enfant il va suivre un peu ses parents, et c'est peut-être qu'à l'adolescence qu'il va se rendre compte de choses, ou parce que je sais pas, sa copine elle mange vegan et que le mec il mange de la viande et finalement il goûte un petit peu ce que la copine elle cuisine et dit ah bah c'est pas mal, je vais peut-être arrêter, et hop, tu vois, mais c'est pas facile. Donc quand on n'a pas de soutien, eh bien on continue à consommer. Et quand on n'a pas des gens qu'on apprécie ou qu'on aime qui nous disent ah tu sais il y a une autre façon de penser, eh ben tu continues à consommer et voilà quoi. Donc pour moi ce sont les gens, c'est pas les gens le problème, mais c'est leur absence de volonté qui devient un problème. Oui voilà Théo, on peut ne pas être végétarien mais on peut comprendre le point de vue. Et pas tout d'un coup, mais de même de la part des végétariens, ne pas accuser celui qui mange de la viande d'être un immondice, monstre et tout ça, parce que vas-y après pour faire des relations sociales avec les gens, quoi. Alors tu dis, ok, très bien, mais écoute, moi je suis végétarien parce que, voilà, moi je juge que notre situation est très critique et que je souhaiterais, voilà, modifier vraiment totalement mes habitudes. Et toi tu l'écoutes, tu dis, ok, très bien, très bien. Et après, s'il n'y a pas d'animosité et tout ça, c'est-à-dire si on n'a pas face à nous des furies, hein, aussi bien hommes que femmes, bien sûr, eh bien, je trouve que déjà les relations sont stables parce qu'on sait écouter dans la diplomatie, on respecte aussi le choix de l'autre au final, voilà, et ça ne nous empêche pas après de discuter de plein d'autres sujets parce que des fois, justement, quand on arrive sur des sujets comme ça, des fois on peut avoir en face de nous malheureusement des gens très très fermés en fait. Extrémistes, parce que c'est vrai que la situation est très très dure, mais des gens qui vont tout de suite se refermer et du coup quand tu vas vouloir parler d'autre chose, ben ce sera compliqué parce que la première chose que tu auras de la personne c'est une furie qui est végane et qui peut pas supporter que tu manges de la viande, donc facile pour après continuer la conversation dans la soirée. Enfin voilà, ça peut tout de suite nuire à des relations sociales et je trouve ça dommage quoi. Donc j'avais vu une conférence là cet après-midi d'un mec qui disait que voilà dans son cercle professionnel, ils étaient tous véganes sauf un. Mais il le respectait totalement. Au point que lui-même, la personne qui n'était pas végane, était presque obligé de se justifier de manger de la viande. Mais dans ce cas-là, c'était pas les véganes qui posaient problème, enfin, ou qui avaient un malaise de manger, voilà, d'être maintenant plus restreint en termes de nourriture, c'était celui qui mangeait de la viande. Parce qu'il était dans un cercle où il y avait plus de véganes que de gens qui mangeaient de la viande. Mais toujours dans une ambiance de diplomatie et une ambiance normale, de relations humaines, et ça je trouve ça très juste et très adulte aussi de la part de ces gens de ne pas lui envoyer des pierres en mode hey, tu manges de la viande, voilà, moi je trouve ça tout à fait normal. Voilà, ça c'est une bonne relation humaine. Et ça, bien sûr, ça favorise, parce que c'était des gens qui travaillaient ensemble, ça favorise aussi tout simplement l'entraide et travailler ensemble. Donc a-t-on le cinéma qu'on mérite? A-t-on le monde qu'on mérite? Absolument. Mais après, il ne tient qu'à nous de le changer si on n'aime pas ça. Alors, il me parle des cinématiques de Diablo 4, mais aussi bien sûr des cinématiques de Warcraft, de The Witcher, de Mass Effect, voilà, des cinématiques de jeux vidéo. Tu as l'impression qu'au cinéma, ils ne savent pas utiliser le CGI à bon escient, et surtout comme un véritable levier pour se permettre une mise en scène différente. Et pourtant, Peter Jackson, Snyder, Spielberg, eh bien ils y arrivent. Le MCU n'y arrive pas, une petite tacle facile je trouve. On peut étendre à ça bien sûr au film live Disney. Est-ce que c'est le même constat de ta part? Et comment expliquer ce décalage et finalement cet autre cinéma presque? N'est-ce pas étonnant avec le renouvellement des générations de toujours pas voir émerger des cinéastes représenter notre génération tout simplement qui a grandi dans une ère vidéoludique? Alors il y a plein de choses dans cette question. Les cinématiques, j'avais vu la cinématique de Diablo 4 qui est superbe, hein, vraiment très très belle cinématique. Une impression d'utiliser le CGI à bon escient. Dès qu'on parle de films d'animation, c'est plutôt bien utilisé, mais quand on parle de cinéma, il s'agit aussi de parler d'acteurs. Et les acteurs, ils ont des contrats. Donc, autant en animation, tu peux
proposer un acteur, tu proposais à ton personnage principal d'être de dos tout le temps, il va pas pleurer sur son contrat. Hein. Par contre, un acteur très important, lui, il voudra avoir des gros plans, il voudra avoir telle ou telle chose, il faut pas qu'il fume, il faut qu'il montre des choses qui soient positives et tout ça. Donc tout d'un coup, il y a des contraintes quand on fait jouer de véritables acteurs. Au-delà de simplement des caprices et des choses comme ça, il y a aussi des contraintes de contrat avec des stipulations. Et ça, quand tu fais un jeu vidéo, tu t'en fous en fait. Il y a certains jeux vidéo récemment qui utilisent de la performance capture. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Mais je pense qu'il doit y avoir un élément qui est différent vraiment sur l'utilisation de ce qui reste de réel. On parle encore une fois de gros films. Hein. Le CGI total dans le jeu vidéo qui nous permet une liberté parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec les personnages principaux. Alors que quand on a un film, on a de véritables acteurs. Et ça change tout, j'ai envie de dire. Sachant qu'il y a une physicalité quand on veut filmer des choses. Alors que pour le jeu vidéo, on peut traverser, trouver des angles improbables. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans. Moi, je pense à certains plans dans Panic Room de Fincher, qui sont des plans improbables, où on traverse des tasses de thé et des choses comme ça, qui sont en virtuel. Donc, il s'agit aussi d'avoir une vision du potentiel. Et comme tu le dis, Peter Jackson, Snyder, Spielberg, ils ont par moments les visions de ce potentiel. Le MCU n'y arrive pas parce que c'est pas son boulot. C'est pas son idée. C'est comme les films de Disney. Généralement, c'est pas leur affaire de faire ça. Ce n'est pas leur objectif. Voilà. Même constat de ta part, oui, on peut faire un constat de cet ordre-là. Comment expliquer le décalage? Je pense que déjà il y a les acteurs, comme je t'ai dit. Ce sont des cloisons entre les gens qui font la direction artistique d'effets spéciaux et de CGI pour les jeux et des gens qui font des films, c'est deux mondes différents. Et comme par hasard, il y a certaines séquences qui font un peu, qui donnent un peu l'impression de jeux vidéo. Je pense par exemple aux séquences de rêve dans Spider-Man non, pas Homecoming, c'est Far From Home, qui sont des séquences qui ont été même pas réalisées par le réalisateur, mais réalisées par une boîte d'effets spéciaux à part. Et comme par hasard, celles-là, ces séquences-là sont assez virtuoses. Et là, on peut se dire au final que il y a deux pôles de réal maintenant, des fois dans les films, ça les moments d'effets spéciaux et les moments tournés normalement. Surtout quand on voit que ce sont des boîtes vraiment spécifiques qui font ces séquences-là. Vous savez, les séquences de Doctor Strange, les séquences d'hallucinations, de choses très virevoltantes. Donc il y a un décalage entre jeu vidéo et cinéma. Oui, ça c'est sûr, parce que le jeu vidéo, c'est comme l'anime japonais, tu peux faire ce que tu veux, alors que le cinéma, tu as des contraintes de contrat, et tu as la physicalité, la réalité des choses. Et ensuite, tu me dis... Je tourne ma page. N'est-ce pas étonnant, avec le renouvellement des générations, de ne toujours pas voir émerger des cinéastes représenter notre génération? Oui, mais là tu parles aussi de personnes qui sont douées dans les effets spéciaux, mais qui ne sont pas forcément douées dans une mise en scène même. Tu sais, il y a aussi tout ce qui est storyboarding, direction même, et je pense qu'honnêtement, tu demandes à un mec entre faire une séquence d'effets spéciaux ultra giga stylée de ouf et faire un film, la personne préférera faire son métier dans lequel il est bon, dans lequel il peut tout maîtriser, parce que peut-être que la personne qui fait des effets spéciaux elle est incapable de gérer des acteurs, hein, donc faut pas oublier ça aussi, hein, parce que les gens qui font ces séquences-là, elles ont aussi peut-être des limites et c'est pour ça qu'elles sont dans le virtuel, c'est que le réel les dépasse, peut-être. Je ne sais pas. Et surtout, ce sont peut-être des gens qui sont super doués pour créer les effets, pour donner une dynamique, mais ils sont incapables de rédiger un scénario et des dialogues. Et après, de travailler avec ça en tant que réalisateur. Donc, faut penser aussi à ça. Hein. De la limitation des gens qui se sont retranchés dans le virtuel et dans les effets spéciaux. Et les séquences de CGI. Tu penses quoi du discours de Joaquin Phoenix? Ce que je trouve très bien, Aziz, c'est qu'on lui ait laissé la parole pendant aussi longtemps. Ça, je trouve ça bien, parce qu'il y avait certaines cérémonies où on mettait la musique pour dire à la personne qui devait dégager. Et je trouve ça dommage. Mais ce qu'il disait, c'était bien. C'est nécessaire d'entendre ça. Comme il disait, je suis la voix de ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas les moyens de dire. C'est une bonne chose. Après, vous savez, ça reste dans une énorme cérémonie américaine et il fait son discours
et on passe à une autre personne, je pense pas que ça va avoir beaucoup d'impact en fait. Vous voyez, c'est typiquement on tombe sur le discours sur YouTube, on dit ok, il a raison. Et après dans nos suggestions, on voit la nouvelle vidéo de Squeezie, on clique dessus. C'est genre ça nous fait aucun effet. Sur le coup on dit ok, et après on enchaîne une vidéo de merde. Vous voyez? Donc en fait tout ça c'est rien en fait, son discours c'est rien. Alors je suis sûr qu'il le pense totalement ce qu'il a dit. Je pense vraiment. Mais en fait pour nous ça nous fait rien. Parce qu'on est tellement abreuvé de contenu qu'en fait ça n'a pas d'impact. Et c'est dommage. Mais c'est comme ça. Ensuite, toi qui lis souvent des articles de Gender Studies pour tes vidéos, j'en lis plus beaucoup, hein, j'en lisais quelques-unes pour les Disney, mais depuis j'ai pas regardé de nouvelles études. Hein. Quels sont les sujets qui t'intéressent le plus? Rien en particulier, hein, je prends ce que je peux avoir. Hein. Là, récemment, il faut que je lise un article sur le montage de Le Mans 66, pour le coup. On dit souvent qu'on n'invente rien, on ne fait que reciter des choses déjà créées avant. Pour ma part, je rajouterai à condition de retenir la culture suffisante pour le démontrer. Cependant, je me pose souvent la même question, dans quelle mesure peut-on parler d'originalité dans un film? Cela dépend-il uniquement de la culture du cinéma? Non, mais tu sais, s'il s'agit des constantes et des variantes, tu as des constantes, par exemple dans un scénario, et tu as des petites variations. Si à la place du héros qui va sauver une princesse, est-ce que ce serait pas une guerrière qui va sauver un prince? Ah ah ah! T'as la même structure de sauvetage d'un être aristocrate par un être guerrier, sauf que t'as inversé les sexes. Et c'est ça la différence. Tu te dis, ah ça a de l'originalité pour le coup. Voilà, c'est des petites variations de scénario. Oui, mais je pense qu'il y a des constantes et des variantes. Après, visuellement, c'est aussi très compliqué de créer de nouvelles images, mais c'est pour ça que il y avait la question d'Elium Savant sur les jeux vidéo. Ça se sépare encore pas mal, mais ça se joue sur des micro-détails. Hein, faut pas. Les gens qui font les films, ils pensent que les variantes vont être plus visibles que les constantes, et malheureusement, c'est faux. Et je pense que les variantes ne sont pas assez fortes. C'est pour ça qu'on a l'impression que tout se ressemble, que tout est recité. Les variantes ne sont pas assez fortes. Parler d'originalité, c'est que on ne laisse aussi pas assez les gens s'exprimer, parce qu'on veut maintenir le spectateur dans un confort en lui ressassant ce qu'il veut tout le temps. Encore une fois, maintenir les gens sous contrôle. Hein. C'est pour ça que moi, je comprends en fait totalement le discours d'Anna Genossi quand il parle d'aliénation, de maintenir les gens sous contrôle, que le cinéma est fait à des strates hollywoodiennes, bien sûr, pour empêcher les gens de se révolter. Je suis d'accord, hein, mais ça participe à ça. Le manque d'originalité des scénarios contribue à ça, hein, à endormir le spectateur aussi. Les gens qui ont de la culture, ils vont pas forcément voir les films qui sortent. Hein. Cela dépend-il uniquement de la culture du cinéma? Non, mais les gens qui ont de la culture ne vont pas... ils voient la bande-annonce, ils savent très bien où ça va aller, et du coup ils regardent pas le film. Ce sont les gens les plus aptes à se rebeller, hein, d'ailleurs. L'originalité pourrait être extrême. Du coup, Silver, je suis d'accord avec toi. Les spectateurs pourraient le refuser. La véritable originalité. Ensuite, tu m'as posé une autre question. As-tu déjà fait du tourné-monté? Donc l'idée de tourné-monté, c'est qu'on tourne toutes les séquences en faisant du montage également pendant le tournage. C'est-à-dire qu'on filme un premier plan, et le plan suivant qu'on va filmer, c'est la suite logique. Donc des fois, quand on veut faire un raccord de mouvement, il faut couper, il faut appuyer sur le bouton stop au bon moment, pour après faire la juxtaposition de plan. Et moi, comme par hasard, je voulais faire déjà un truc ambitieux en tourné-monté, je voulais faire une partie de poker en tournée-montée. Alors c'était un truc très simple, hein. Et je l'ai fait en tournée-montée. C'était une affaire d'1 minute 30, 2 minutes, hein. C'était 3 fois rien, mais il fallait créer une tension et tout ça, et je voulais que le mec il triche, donc on a fait des trucs avec des cartes et tout ça, en tournée-montée. Si j'avais le choix de modifier le scénario de 5 films, lesquels changerais-tu? Ce qui pourrait être amélioré selon toi, du coup. Moi, je me suis pas creusé trop les méninges, j'ai regardé les films sur ma chaîne, et je me suis posé la question de est-ce qu'il y a certains films où je le modifierais des scénarios. Je suis pas allé dans des listes et tout ça. Je me suis pas trop
penché sur la question. Donc j'ai choisi plusieurs scénarios. En plus, c'est des scénarios généralement de films que vous avez vus, parce que je n'allais pas parler d'un sombre machin des années 40 ou que personne n'a vu. Donc c'est des trucs assez bateaux. Alors, le premier de ces films, c'est The Dark Knight Rises. J'aurais modifié la fin et j'aurais modifié la mort de Bane, parce que sa mort, elle est un petit peu minable. Et j'aurais fait quelque chose tout autour du wagon, du camion, qui se trimballe dans la ville. J'aurais fait sûrement Bane qui se met sur le wagon et qui se bat contre Batman sur le wagon qui est en train de... sur le camion qui est en train de rouler dans la rue. Je pense que j'aurais fait un truc comme ça avec peut-être même... Je pensais carrément à ça, le Batspod qui soulève le camion, qui commence à l'emporter au loin, et avec Batman et Bane qui se raccrochent au camion, et du coup ça ferait une espèce d'écho avec la première scène du film où tu as Bane qui est dans l'avion qui commence, qui est à la verticale, et là ça aurait fait le camion à la verticale, donc on aurait presque un effet miroir avec la première scène, avec Batman qui se bat contre Bane en suspens au-dessus de la ville, enfin voilà, ça, voilà, je me dis ok, pendant que la Bat emporte le camion qui contient la bombe au loin. Là, ça aurait une putain de gueule. Ce qui aurait été à retravailler par contre, c'est les instants entre Jim Gordon et Batman, qu'il n'aurait pas eu vis-à-vis de cette version-là. Donc là, voilà, il y aurait une différence et il faudrait retravailler ça. Comment Jim Gordon s'échappe du camion? Est-ce qu'il a un échange avec Batman ou non? Mais par contre, en termes de spectacle, ça aurait été quand même un peu mieux que ce qu'a fait malheureusement Nolan avec cette volonté qu'il a de représenter le réel. Parce qu'une scène pareille, avec le camion en suspens dans la ville, oh putain de merde. Le bordel technique, si vous voulez le faire en vrai, le bordel technique qu'il aurait eu à faire. Oh là 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 là. Surtout un bâtiment en suspens avec les acteurs dessus. Oh putain, c'est impossible. Là, t'es obligé de passer par des fonds verts. C'est trop risqué. Il y a trop de risques pour les acteurs. À part Tom Cruise qui voudrait faire ses cascades, mais ce serait inimaginable, quoi. Donc, la deuxième chose que je modifierais, c'est dans La Reine des Neiges, j'aurais viré Olaf. Le petit bonhomme de neige, là. Je l'aurais viré. Pas besoin de lui. On a déjà le cerf et le mec de la sœur, là, qui sont déjà assez débiles. Mais c'est une débilité qui est pas trop envahissante. Le cerf, il fait un peu le con. Ça passe, tu vois. Enfin, tu vois. Ouais, Luc. Tu vois, Luc. Il y a un degré de comique qui est déjà présent. Il y a des scènes qui sont aussi comiques quand il rencontre les trolls. Je vois pas pourquoi on a besoin de ce petit emmerdeur qu'est Olaf. Surtout que c'était non seulement un aveu clair du studio d'augmenter la comédie de leur film, ils avaient dit ça en interview, mais en plus c'est clairement le truc pour vendre des peluches. C'est le machin marketing pour le merchandising de peluches et de babioles avec des têtes d'Olaf partout, quoi. T'enlèves ça, ça te simplifie le tout, c'est plus resserré sur les personnages, c'est moins insistant aussi parce que Olaf insistait beaucoup sur des trucs, sur des éléments de scénario. S'il n'est pas là, ça fera plus d'efforts aux spectateurs pour qu'ils se rendent compte de choses, et du coup il aura l'impression d'avoir compris des choses par lui-même, plutôt qu'un petit personnage qui dit c'est lui, ah, c'est elle. Oh là là, Alors Danny Boone il fait ce qu'il peut, mais en plus ça énerve encore plus avec la voix de Danny Boone, hein. Ensuite, dans Avengers, premier du nom, si vous essayez de faire mourir Stark, faites-le vraiment mourir. Voilà. C'est qu'on fait pas mourir Tony Stark. On donne l'impression qu'il va mourir et en fait non, on le réveille avec un cri de Hulk. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Vous voulez choquer les gens? Vous voulez qu'il y ait un vrai traumatisme du premier Avenger qui amènera les gens à se battre vraiment pour la suite? Vous faites mourir Stark en premier. Blam! Voire même, les pierres d'infinité permettront peut-être aux gens des Avengers de vouloir ressusciter Stark pour faire la guerre à Thanos. Et ça, ce serait vachement cool pour le coup. Parce que là, il est tout le temps, partout, dans les Avengers et tout ça, et bon. Mais bon, bien sûr, là, c'est le studio qui avait déjà prévu le 3 avant que le Avengers sortait. C'était voilà, une grosse marque, Tony Stark, Downey Jr., donc ils ne pouvaient pas s'en séparer. Bon, si je devais modifier le scénario, ce serait ça pour moi. Ça aurait fait un vrai impact, et là, les gens, ils auraient pleuré à fond à la fin. Parce que là, c'était de la blague. C'était juste une blague. Ensuite, Pirates des Caraïbes 3. J'aurais gardé le Kraken. Non seulement pour une grosse scène finale, mais aussi que je ne vois pas l'intérêt de l'éliminer. Pour moi, c'était des problèmes de budget qu'ils ont justifié avec un scénario, dans le scénario bêtement.
J'ai débattu avec un mec qui était vraiment pas d'accord sur ce point de vue, qui me disait que la créature était indomptable et que elle aurait causé tout à son tort. Donc pour marquer le coup envers David Jones, l'armée britannique a demandé que David Jones tue son monstre. Mais en même temps, au vu de comment les Anglais gardent le cœur, d'une façon complètement conne, je pense que David Jones aurait largement pu récupérer son cœur, sa boîte en tout cas, là où il y a le cœur, et envoyer chier tous les Anglais. C'est là au scénario où c'est très 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 fébrile le fait qu'ils lui tiennent par les couilles et qu'il décide de faire détruire le Kraken. De toute façon, ça n'aurait pas changé. Si le Kraken était encore en vie, qu'ils foutent la merde, ils auraient liquidé le cœur et David Jones serait mort. Donc la belle affaire quoi. Oui, honnêtement, bon, tu vois très bien que le Kraken a du mal contre un seul navire, un petit peu équipé, qui sait un petit peu à quoi s'attendre. Alors imaginez une armada anglaise, le Kraken il tient pas 2 secondes, hein. Faut pas se leurrer, hein. Donc bon, pour moi c'était un problème d'effets spéciaux, mais si le scénario devait être vraiment ce qu'il était, si le film devait se faire vraiment par rapport au scénario coûte que coûte, j'aurais laissé le Kraken. Alors là, la scène finale, elle aurait été mais d'un épique, mais colossal. Ça aurait été la plus grande scène épique de l'histoire du cinéma à effets spéciaux, hein. À effets spéciaux numériques. Parce que déjà, de base, vous la voyez encore aujourd'hui, elle claque tout. Alors que le film date de 2006 ou 2007, alors avec le Kraken en plus, bon mon dieu. Le 5e exemple, ben, moi je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais choisir? Et en fait, la question ne se posait même pas. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur Brightburn. Brightburn mériterait un petit coup de scénario pour déplacer en fait le problème de la révélation de Brandon Breyer comme étant un être avec des pouvoirs. C'est-à-dire, t'enlèves la promotion de ça, les gens ils commencent le film, ils savent pas de quoi ça parle. Pas mal modifier le scénario pour pas que les pouvoirs de Breyer de Brandon soient trop visibles. Tu pourrais citer aussi la fin d'American Psycho. Ah non, je trouve que la fin elle est très bien. Ça va un peu vite, mais je trouve que la fin doit se terminer comme ça. Où le personnage ne sait pas faire la différence et finalement laisse... Non, mais c'est pas... Je trouve que ça se termine très bien en queue de poisson. Parce que le mec est dans l'indécision la plus totale. Et il ne pourra pas décider. Du coup, il va rester déambulant dans sa frénésie meurtrière et l'illusion de cette frénésie meurtrière qu'il peut avoir. Ah non, c'est très très bien que ça se termine comme ça. C'est très violent la façon dont ça se termine. Et je suis très content que ça se passe comme ça en fait. Donc voilà, Luc, ce que je peux te proposer en modification de scénario. C'est des scénarios très bateaux, il n'y a rien de particulier. C'est des scénarios généralement de films que vous avez vus, donc vous pouvez voir en fait ce que je veux dire quand je dis je veux modifier ci ou ça. Moi, c'est un de mes films préférés, Arnoux, donc je considère que la fin, même si c'est très différent du livre, bien sûr, je considère que la fin, il fallait qu'elle soit non résolue. Parce que tu peux pas résoudre, le personnage ne peut pas se résoudre au-delà d'être emprisonné ou d'être mort. Donc il se résout par l'absence de résolution d'une folie qui va continuer à s'accroître jusqu'à justement une fin tragique, mais le film n'est pas là pour présenter cette fin tragique. Comme tu prévois de rester actif sur YouTube le plus longtemps possible, as-tu déjà en tête une critique ou une vidéo spéciale pour les 10 ans? Non, je n'ai pas prévu de vidéo spéciale pour les 10 ans. Mais, étant donné qu'on va arriver en 2021 et que ça correspond aussi à l'année de sortie d'Avatar 2, eh bien peut-être ça pourrait être une pierre deux coups. Sachant que c'est en avril que j'ai commencé ma première vidéo d'analyse de cinéma, je pourrais peut-être vous proposer en avril de l'année suivante Avatar, qui pourrait même correspondre éventuellement à la 300e critique ou 200e critique ou 400e critique, je sais plus. Je crois que c'est 300e critique et ce serait très bien. Je ferai une pierre deux coups. Ensuite, dernière question de Martin Mèche, il me dit: est-ce vrai qu'on n'a pas inventé plus d'effets spéciaux depuis les années 30, en dehors de ceux des ordinateurs? Penses-tu qu'on peut encore en trouver, ou a-t-on déjà tout découvert? Bon, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup d'effets qu'on utilise encore. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des choses qui ont été inventées au-delà des annes 30? Alors bon, 30 c'est un peu... Il aurait pu choisir les années 50 parce qu'il y a eu aussi des choses en studio qui ont été développées dans les années 40. Mais bon, tout ce qui est fond vert, compositing, ça on l'a eu assez tôt.
animatronique également, maquette, notamment quelque chose d'assez déployé par rapport aux animatroniques, les maquettes et tout ça. Maintenant on a plus de détails et surtout on les dope des fois avec aussi des effets spéciaux. Par exemple, quand vous voyez les séquences de feu dans la ville dans Independence Day, ce sont des travaux de maquettes tournés à la verticale dans lesquels on fait des explosions et après on ralentit les explosions. Donc c'est des combinaisons d'effets traditionnels. Rotoscopie, ça on le faisait déjà. Les effets de montage, typiquement on cut, on place un mannequin et après on reprend le plan. Par exemple pour une personne qui se fait rouler dessus par un bus. Voilà, maintenant on fait des choses avec du compositing, des trucs plus déployés, mais dans l'absolu ça peut être des simples cuts, les surimpressions, les animations au volume, les systèmes de cache qu'on avait déjà pour les films fantastiques, les films avec l'homme invisible par exemple, le travail de décor aussi, des décors très ambitieux. Par exemple, on parlait de la scène dans Inception avec le couloir qui tourne et tout ça, on l'a eu dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, mais on l'a eu aussi, et ça a souvent été relayé pour tacler un petit peu Kubrick et Nolan, dans un film, dans une comédie musicale qui s'appelle Royal Wedding, le mariage royal, qui date de 1951 avec Fred Astaire qui marche et qui danse sur les plafonds. C'était le même principe que dans Inception, c'est donc la caméra qui suit le mouvement d'un décor. Voilà, The Thing, en effet, ça aussi, c'est de l'animatronique, donc ce sont de vieilles techniques mais qui ont été développées au-delà de ce qu'on peut imaginer. Les costumes, regardez le masque qu'on a fait à Tim Curry dans Legend, le masque de diable rouge comme ça, c'est magnifique. Mais c'est parce qu'il y a eu énormément de techniques pour coller au visage, le maquillage, les prothèses. Au départ, c'était pas très bien fait, hein. Mais au fur et à mesure, on développe en fait des techniques et après on arrive à un point d'orgue dans certaines années. Mais après, on a eu des développements aussi de mécanique et d'électronique. Imaginez des mouvements de caméra qui ont été mécaniquement programmés pour être effectués en même temps qu'un mouvement, par exemple, de maquette. Ça, tout d'un coup, c'est l'électronique qui a rajouté un petit plus dans les effets que dans les années 30, on devait faire à la main. On déplaçait les calques pour faire le multiplane à la main. Maintenant, il y a sûrement des techniques numériques. Je pense que les effets spéciaux numériques ne dépasseront jamais les effets spéciaux pratiques. Il y a des effets des idées de plans qu'on ne peut pas faire avec des effets pratiques. Des choses qui sont ultra ambitieuses et qui ne se verront pas qui seront moches en effets pratiques, qui se verront beaucoup trop, qui seront trop bricolés. Mais parce qu'il y a des gens qui ont des ambitions très très lourdes, hein, de plans qui sont techniquement soit très très dangereux, soit irréalisables. Tu veux prendre les valeurs de plan de Pirates des Caraïbes avec le Kraken en effet pratique? Ce sera moche. Et ce serait une mécanique de tentacules qui serait ingérable. Donc, pour certaines scènes, pour certaines idées, certains monstres, certains décors, le numérique est là, hein. Tu représentais des armées, tu peux pas payer 100 000 figurants habillés en orques qui foncent vers le gouffre de Helm, quoi. On sait 10 000 orques. Tu voudrais, toi, payer 10 000 figurants, tous les habiller en orques et en armure et tout ça, et les faire charger contre le gouffre de Helm, dans des plans généraux et tout ça? Là, il faut des effets numériques. Là, c'est obligé. Dans certains cas, on parle de certaines histoires, on les parle... Pour beaucoup de choses, on pourrait faire des effets pratiques, hein, notamment pour des courses de bagnole par exemple. Mais ça nécessite des fois des logistiques qui sont très ardues. Regarde, dans Mission Impossible, le Mission Impossible qui s'est déroulé à Paris. Le Mission Impossible Fallout, à un moment, tu as Tom Cruise qui est au niveau de l'Arc de Triomphe. Et on le voit qu'il évite les bagnoles et tout ça. Tu dis, ouais, Tom Cruise, il est trop habile. Bah non, ils ont bloqué l'Arc de Triomphe et ils ont rajouté les voitures après. C'est logique, parce que bon, Tom Cruise c'est quand même une star, ils vont pas le mettre en face de voiture, c'est trop risqué. Il pourrait se prendre la voiture de plein fouet. Les voitures ont été rajoutées numériquement par la suite, mais parce que c'est une cascade à très grand risque, parce que c'est quand même à vitesse. Bon, alors bien sûr ils te mettent des bruits de bagnoles et de motos qui vont vite alors que la bagnole ou la moto ne va pas très vite, mais dans l'absolu il y a quand même un grand risque
Donc là, ils sécurisent, et c'est comme pour les courses-poursuites dans Lucie, hein, il y a des bagnoles qui sont numériques, parce qu'il y a trop de risques pour créer des accidents et du coup des dommages sur les tournages. Les effets numériques, comme pour Nolan, ce sont des effets numériques qui sont là pour créer des situations moins risquées, pour gommer des protections par exemple, parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les effets numériques ils sont là aussi pour gommer des protections physiquement présentes, cacher des câbles, hein, vous savez les films de sabres chinois, les mecs qui se baladent dans les herbes, ils ont des câbles, il faut les enlever, donc là il y a des effets, des petits effets numériques de gommage qui sont pour le coup super appréciables. Avant, dans les effets pratiques, des fois ça se voyait même beaucoup. Après, il y a justement la façon de filmer qui du coup était contrainte à filmer d'une certaine façon pour pas qu'on voit les effets. Donc du coup, c'est une réalisation qui est contrainte par la technique. Et ça, c'est dommage pour le coup. Faut pas pester contre le numérique. Le numérique a eu aussi des évolutions. Au-delà simplement des évolutions de texture et tout ça, son utilisation aussi a eu de très bonnes choses pour le cinéma. Et puis honnêtement, là tu parles de Harryhausen, par moments ça faisait un peu peluche quoi. En tout cas en termes d'immersion c'est compliqué maintenant. On veut des choses, il y a plus d'exigences forcément. Et bien sûr, à cela, et là Chris sera d'accord avec moi s'il est encore en live avec moi, on vous renvoie au live que j'avais fait avec Chris Stockler sur les effets spéciaux. On en a parlé pendant presque plus de 2 ou 3 heures, je crois. Est-ce que ça coûte plus cher de faire venir un lapin qui a été, dans un sens, dressé pour faire certaines choses sur un tournage que de le faire numériquement? Ah, là, la question se pose pour un producteur. Il va demander une expertise, il va consulter des spécialistes et il prendra sa décision. Combien de fois maintenant on a des animaux numériques dans des grosses productions? Ils font même plus venir les chiens, ils les font numériquement. Alors à ce niveau-là, alors des fois ils sont numériques, des fois ils le sont pas, enfin voilà. Je me permets d'interrompre cette FAQ un petit peu en retard avec un commentaire totalement actuel, puisque nous sommes le 13 août en pleine canicule dans la fournaise parisienne. Je souhaiterais profiter de cette dernière partie des FAQ pour vous donner quelques nouvelles, même si je vous en ai déjà donné un petit peu avant. La situation du Covid ne m'a pas forcément trop affecté. En tout cas, je n'ai pas été malade de ce truc. Mais par contre, on va dire que ça m'a fait changer de cap dans mes centres d'intérêt. Curieusement, étant donné qu'on était beaucoup plus confinés, j'ai cherché de la relation sociale, le peu que j'avais déjà de base. Je l'ai redirigé sur du roleplay sur un jeu qui s'appelle Fallout 76. Et je dois bien vous avouer que ça m'a surpris que ça me prenne autant de temps. J'ai pris plus de temps sur le jeu et dans les communautés sur Discord que sur l'élaboration de critiques ou même le visionnage de films. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que ça a sacrément bloqué, stoppé net toute progression dans ce que j'avais imaginé pour la chaîne, notamment les textes ou quoi que ce soit d'autre, mais c'était net et précis. Des fois je passe plus de 15 heures à discuter avec les gens et à faire des réunions et à jouer au jeu avec des gens de la communauté. Donc c'était vraiment un switch par rapport au Covid, à la situation du Covid, et du coup ma chaîne est complètement vide. Alors que justement en étant confiné chez soi, on pourrait imaginer que le contenu pourrait se préparer, se fabriquer de façon plus active. Mais pour moi c'était vraiment le contraire. J'ai même vraiment baissé drastiquement, et quand je vous dis drastiquement, c'est peu de le dire, le visionnage de films. Là récemment j'ai terminé l'heure de sortie avec Laurent Lafitte, mais j'ai vu vraiment très peu de films sur la période. Depuis début mars, j'ai vu vraiment très peu de films. Je me surprends moi-même, mais en fait, oui, je ne sais pas si c'était la volonté inconsciente de faire un break, mais littéralement, le break ciné, il a été total, et j'ai envie de dire qu'il est total encore, parce que je n'arrive pas à m'y remettre. En tout cas, pas si facilement.
étant donné que je me suis engagé pour gérer des trucs dans cette communauté qui est présente sur Discord, et le nom du logiciel communautaire Discord porte bien son nom parce que j'ai jamais été aussi impliqué dans des conflits et des discords que depuis que j'ai rejoint cette communauté pour faire fonctionner justement du jeu de rôle sur un jeu qui n'est pas forcément prévu totalement pour ça. Et on gère beaucoup de choses problématiques et du coup ça m'angoisse et ça me fout des stress parce que j'ai envie que ça marche, mais on doit passer par des longues phases de négociation et du coup des fois, je suis pas du tout en état pour regarder des films avec lesquels je pourrais avoir un peu plus de difficultés, ou intellectuellement, physiquement, mentalement. Je pense, par exemple, je voulais regarder un des films de Pasolini, mais je n'ai absolument pas la tête à le faire. Et je me dis, je vais mal le recevoir. Or, j'ai envie de bien recevoir un film de Pasolini. Mais là, je vais prendre un petit temps de vacances d'une petite dizaine de jours. Je vais en profiter pour essayer de regarder quelques films. Je peux pas vous promettre que la régularité refonctionnera comme avant, mais quand nous nous comprenons bien, il ne s'agit pas pour moi d'arrêter la chaîne. Alors ça, c'est hors de question. J'ai un peu de mal à redémarrer la chaîne, mais c'est plus aussi, vous savez, de la flemme liée à une chaleur qui m'épuise, liée aussi à un espèce de train-train quotidien dans l'appart, parce que moi, je vais pas me mettre en danger en sortant comme ça à l'extérieur, en faisant des trucs, alors que bon, il y a des confinements, mais mon cul, quoi. Mon cul, c'est du poulet. Donc, il faut que je remette un peu en place les critiques. Notamment, il y a 2 critiques que je devrais enregistrer parce que le texte est prêt. Celle de Spider-Man Into the Spider-Verse et celle de Lego 2, postée 5000 ans après qu'elles aient été écrites. Et peut-être une analyse aussi. Je ne sais pas quand ça sortira, mais je pense que ce sont les prochains contenus qui vont arriver. J'aimerais aussi préparer quelque chose d'autre pour certains sujets, certains films, je vous en avais déjà parlé. Certains films, j'ai envie d'en parler, mais je n'ai pas envie de passer par toute la phase de critique. Parce qu'il y a très peu d'aspects du film qui m'intéressent. Mais il peut y avoir un aspect que je trouve intéressant et que j'ai envie de développer. Et pour moi, faire une critique serait noyer cette idée dans un blabla d'avis et d'opinion. Donc j'aimerais recentrer peut-être certaines vidéos sur un sujet et en faire finalement ce que pas mal de chaînes, notamment des chaînes anglo-saxonnes, appellent des essais. Alors peut-être pas la même durée, mais vous regardez un petit peu ce qu'avait fait, c'était une bonne vidéo, c'était une vidéo intéressante pour le coup, de ce qu'avait fait Durandal avec le premier contact de Denis Villeneuve. Il avait mis un parallèle entre le langage des extraterrestres et le cinéma, et la construction du récit, selon certains théoriciens et historiens. Ça, c'est une sorte de vidéo-essai qui est bien argumentée, bien présentée, et voilà, ça donne du panache, parce que c'est un concept qu'il va démontrer avec le film. Par rapport à ce que moi je fais en analyse, c'est un petit peu différent, puisque moi je pars du fait qu'on va tous ensemble découvrir éventuellement des mécaniques ou des sens cachés quand je fais des analyses. La démonstration, c'est quelque chose de beaucoup plus professoral. Le professeur, il a un thème et il va vous le déployer avec un argumentaire qui normalement ne devrait pas être contré, possiblement. Ce genre de propos, ce genre d'essais, à petite dose, des vidéos de quelques minutes, j'aimerais les essayer sur ma chaîne. Mais il y a un problème, ce ne sont pas les sujets qui manquent, ce sont les copyrights. Qu'est-ce que je mets visuellement avec ça ? Et ça, c'est une grande question pour moi. Autant je suis sûr qu'en son, je peux habiller quelque chose, je peux m'amuser avec ça, mais visuellement, j'ai aussi envie de m'amuser. Et même si je ne suis pas du tout quelqu'un qui travaille sur After Effects, je suis un nul sur After Effects, même si je sais m'orienter dans les matrices qui peuvent être par moments compliquées, de par mon expérience à la télévision, je suis encore en recherche de quelque chose de visuel qui puisse presque être matricé, c'est-à-dire quelque chose que je pourrais décliner pour d'autres petits essais, d'autres petites vidéos sur des sujets précis dans des films. C'est quelque chose que je voudrais mettre en place.
Je sais pas combien de temps ça me prendra, mais j'aimerais que ce soit en place pour que je puisse vous parler de films plus précisément, plutôt que me noyer dans des vidéos critiques où par exemple je n'ai rien à faire du jeu d'acteur d'une personne, mais je dois en parler parce que je fais une critique. Ce serait bête de passer complètement à côté. Je réfléchis, mais ce n'est pas prêt d'arriver tout de suite. Peut-être que ça arrivera pour les 10 ans de la chaîne. C'est une supposition, hein. Je prévois pas forcément de le faire, mais c'est une supposition. Actuellement, je ne sais pas. Mais je souhaitais quand même vous présenter mon inquiétude vis-à-vis de la forme que j'ai actuellement, vis-à-vis aussi du futur que je souhaiterais donner, mais que pour l'instant je peine à réaliser, je peine à prendre le temps de le faire, mais je ne désespère pas. On a dépassé 10 000 abonnés, nous savons tous qu'il y a des milliers d'abonnés sur cette chaîne qui sont des abonnés irréguliers, ou on va dire des commentateurs fantômes, comme c'est le cas dans beaucoup de chaînes. Mais ceux qui tiennent la barre, ceux qui sont là tout le temps, je sais qu'ils sont là, je les vois en commentaire, je les vois en live. Je vous remercie énormément du soutien indéfectible, de votre volonté de me suivre dans mes élucubrations, mes critiques et mes avis, mes choix de films, ma ligne éditoriale si vous voyez que j'en ai une. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et je ferai en sorte que la chaîne ne dépérit pas, même si les rythmes de publication seront plus lents. Je souhaiterais continuer toujours l'aventure sur YouTube. Je tenterai de mettre peut-être des analyses plutôt que les mettre sur les liens méga. Je tenterai peut-être de les mettre sur Dailymotion, voir si la plateforme peut accepter des vidéos comme ça qui parlent de films, ou alors elle va me les zapper, comme ça a été le cas récemment sur YouTube. Je veux voir si ça peut passer ou non. Je pense honnêtement que ça ne passera pas. Mais qui tente rien à rien. Sinon pour l'instant méga ça tient bon. Ce serait con que on me force à arrêter de faire des analyses parce que je ne peux pas vous les vous les présenter. Donc à voir. Mais je reste sur mes gardes. Et je reste un peu long à la fabrication des prochaines vidéos. Mais je vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Du coup, je me coupe là, en cet après-midi de 13 août 2020. Et je vous laisse le mot de la fin qui a été enregistré l'année dernière. À bientôt. Écoutez, je vais arrêter ce live. Tout comme je vais arrêter cette FAQ. Merci pour votre fidélité. Et donc je vous remercie d'être là et de croire en mon projet. Oui, de croire à ce que je peux dire sur les films, même si des fois ce n'est pas forcément le film que vous attendiez de ma part, les propos que vous trouvez que... par exemple, récemment j'ai eu un commentaire de quelqu'un sous Fallen Kingdom qui me disait que finalement ce que je disais, il l'avait entendu un peu ailleurs. Et c'est vrai, je veux dire, je veux pas avoir la lumière. Je suis pas la lumière parmi les lumières, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas arriver à chaque fois avec un truc innovant. Ou dans ce cas-là, je crée un nouveau style de vidéo. On arrive plus à déployer des choses quand je suis en duo. Je dis on, c'est avec Arthur. Parce qu'Arthur, des fois, me donne un répondant et du coup, j'arrive mieux à exprimer mes idées parce que j'ai quelqu'un en face de moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la critique de Brad Burn parce qu'on a déployé tout un argumentaire autour du problème du scénario. Et ça, je pense que je ne l'aurais pas déployé si j'étais tout seul. Et voilà, et je vous remercie de suivre, tu as tout à fait compris Rino, de suivre le prêcheur du désert que je suis. En espérant qu'à un moment je serai le seul prêcheur, mais il faudra encore attendre de nombreuses années avant de voir ces autres chaînes s'écrouler. Avec fracas ou non, avec dommage ou non, avec tristesse ou non, il y a certaines chaînes que je voudrais voir un peu perdurer et d'autres chaînes que ça me ferait rien si elles clamsaient. Mais en attendant, nous on est là. Ne vous inquiétez pas si par moment vous voyez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans vidéo. Je ne suis pas mort. Ou alors c'est que mon PC a clamsé, mais ça c'est une autre affaire. Mais je ne suis pas dans le décès.
Je suis dans la préparation en continu de plusieurs choses en même temps. Mais il faut bien dire que, étant donné que, comme je l'avais dit à Christophe Tuckler, ici présent, je joue beaucoup à Fallout 76, je fais pas forcément beaucoup de vidéos pour Cinefiles, mais tout avance en même temps. Pour vous dire, par exemple, là, je vais partir en vacances et je vais bosser sur les textes et sur les notes que j'ai prises sur Dragon 3, que je vais quand même faire en vidéo, et sur Joker. Comme ça, en mars, je pourrais sûrement enregistrer un peu ces 2 vidéos. Voilà. Mais on va vraiment tourner un peu à un rythme beaucoup plus ralenti. Je le souhaitais depuis des années. Donc maintenant que voilà, le rythme se place, je ne vais pas l'accélérer bêtement. Quitte à ce que je fournisse tout d'un coup une vidéo dans laquelle vous ne retrouverez pas grand chose d'intéressant, mais en attendant j'aurais fait le bilan de mon avis vis-à-vis d'un film peut-être que vous ne souhaitez pas ou peut-être que vous souhaitez. Donc je l'ai sermonné, ah là là. Oui, mais dans l'absolu tu as raison, Chris, on est d'accord. Alors dans ce cas-là, si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos, spammez Bethesda pour qu'ils arrêtent Fallout 76, et là je me remettrai à Cinefiles. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, et rendez-vous l'année prochaine de toute façon. Je vous souhaite une très bonne soirée, et finalement un très bon dimanche, un très bon jour du Seigneur si vous croyez en Dieu, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!